tous. On va essayer de reprendre quelques points par rapport à la notion 7.1 sur les générateurs, la nouvelle notion qu'on travaille sur l'électricité. Alors, déjà, premièrement, pour rappeler peut-être à certains, d'accord, vu que le collège était relativement lointain, ce qu'on a comme type de générateur. Alors, comme type de générateur, on a par exemple les piles. On va donc avoir aussi, et si on avait eu le moyen de faire TP malgré ce confinement, on aurait eu donc les générateurs variables. Donc générateur variable, parce qu'ici, donc avec le curseur, on peut varier donc une tension entre 0 et 10 volts. D'accord? Toujours avec le fil noir, le fil rouge, d'accord? Pour distinguer l'entrée et la sortie, donc la borne plus et la borne moins. Ça, c'est pour le côté générateur. Côté récepteur, les récepteurs qui sont classiques, donc c'est-à-dire des dipôles qu'on va placer dans le circuit. On va donc avoir le type interrupteur, ouvert, fermé. On a donc aussi la résistance, pardon. Alors la résistance, c'est le petit dipôle ici en céramique. Il y a des anneaux de couleur dessus. Et en fait, donc la couleur des anneaux va indiquer la valeur de la résistance. Donc ici, celle-ci, c'est une 1 kΩ. On a, alors j'ai plus l'ampoule parce qu'elle a cassé, mais on a le support d'ampoule, donc ça pour la lampe, comme on la connaît. On a, ce que je voulais citer tout à l'heure, le cavalier, qui est ni plus ni moins qu'un simple fil. Donc c'est pour éviter d'avoir les grands fils sur un circuit électrique. Ça permet en fait de gagner de l'espace. On va donc avoir les DEL. Donc ici on a une DEL jaune, on a différentes couleurs qui vont s'associer. La rouge, la verte, les plus classiques. On va le voir un peu mieux sur la DEL rouge. Il y a dessus, hop, une partie tout au moins qui est plate par rapport au reste du dipôle. La partie plate, elle va indiquer le sens de branchement de la DEL, donc de la diode électroluminescente, pour avoir un sens passant et un sens bloquant. Et enfin, donc ici, ce que j'ai à disposition, c'est un buzzer. Ça fonctionne de la même façon que le moteur. D'accord? Donc c'est lui qui représenterait le moteur pour ce qu'on va utiliser par la suite. Donc les dipôles, on aurait dû les utiliser en manipulation, donc dans des circuits électriques. Et ces circuits électriques, on aurait dû faire donc l'objet d'études de mesure de tension, de mesure d'intensité. Le tout donc pour travailler sur les conventions récepteurs, générateurs, faire des calculs. Si on prend donc une plaquette qu'on aurait eu à disposition, donc on aurait eu à disposition des plaquettes comme celle-ci. Donc c'est le type de plaquette, l'avantage qu'elle présente, et hop, un petit coup de reflet. On va donc avoir sur le circuit, d'accord, des lignes noires. Ces lignes noires vont symboliser finalement déjà des fils électriques existants, c'est-à-dire un câblage, une façon, d'accord, d'amener du courant, d'accord, d'un point à un autre. D'accord, ces points qu'on va appeler des nœuds par la suite. Et on va donc avoir l'empattement sur cette plaquette pédagogique qui correspond en fait à chaque fois au point dipôle. Comme ici, si je passe un cavalier, ça permet en fait de faire donc le point de G jusque H. C'est la raison pour laquelle sur les différents circuits électriques, lorsqu'on fait le schéma, on va donc utiliser des lettres. Alors nous ici, comme j'ai beau avoir les générateurs, les fils électriques que j'avais sont un petit peu désuets et un petit peu tout moches. Donc j'ai symbolisé ici donc la borne moins, la borne plus, d'accord, sur la borne A, sur la borne B. Et on pourrait donc utiliser ce circuit pour travailler sur les schémas normalisés. Alors ce que je vous propose, c'est que je vais faire un montage. Ensuite, vous mettez pause, vous tentez de faire le schéma normalisé du circuit électrique. Et moi, juste derrière, je vais vous faire le schéma normalisé en correction. Et après, on avancera comme ça au fur et à mesure, d'accord, par temps de lecture et par temps de pause. Voilà. Mais en espérant que tout le monde joue le jeu. Donc sur le circuit, j'ai bien donc ici symbolisation du générateur, d'accord, c'est la borne plus. La borne moins, on ne va pas s'embêter, on prendra toujours le générateur continu, donc pour symbolique, celui qu'on prend avec la lettre G. J'aurai besoin donc, par acquis de conscience, pour être sûr que mon circuit puisse bien fonctionner, au cas où il y a un problème, je prends ce dipôle. Position 1, position 2, ou position 0, 0 ou 1. Je vais y placer, hop, donc on a dit tout à l'heure, ce dipôle, qui est une résistance. Je place en sens, hop, passant ce dipôle-ci. Et si je veux partir de la borne plus pour revenir jusqu'à la borne moins qui se trouve là, je dois franchir ce col. Pour franchir ce col, je vais utiliser le cavalier. Voilà. Donc, en essayant de faire maintenant le schéma normalisé.
Donc on avait le générateur, on a placé un interrupteur. Alors sur un schéma, on peut le faire ouvert ou fermé, puisque ce n'est qu'un schéma normalisé, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de garder donc la même structure d'organisation des dipôles. Donc chaque trait noir correspondrait finalement au trait noir que j'avais sur ma plaquette. Ensuite, on a trouvé une résistance, qui a ce symbole de rectangle. On avait une DEL. Donc une DEL, c'est une diode, donc symbole d'une diode, en sens passant, donc c'est-à-dire que le triangle dans le sens de la descente pour le courant électrique, électroluminescente. Et pour montrer qu'elle fait de la lumière, on met deux petites flèches. Je suis descendu, j'ai besoin de rejoindre la borne moins, et tout ça, je l'ai fait avec un cavalier, qui n'est plus ni moins qu'un fil. Donc voilà. Maintenant, pour aller un peu plus loin, on pourrait travailler sur ce type de circuit, le sens du courant. Sans oublier que le sens du courant, ce que je vais marquer en rouge, donc c'est-à-dire les intensités I, circule toujours de la borne plus, en rentrant dans chaque dipôle. On voit bien que le courant s'engouffre dans mon entonnoir de la diode, hop, jusqu'à la borne moins. Alors le nombre de chevrons, d'accord, est complètement aléatoire, il n'y a aucune règle là-dessus. C'est vraiment au bon vouloir de chacun. Sur le circuit, j'ai rajouté donc les lettres qui correspondaient tout à l'heure à la plaquette électrique. Donc la borne A, B, C, J, K, L, N et O. Donc vraiment les lettres qu'on a utilisées sur le schéma de plaquette. On voudrait maintenant faire apparaître les valeurs de tension. C'est-à-dire avec les flèches vecteurs, donc de récepteurs ou bien de générateurs. Donc pareil, on essaie de jouer le jeu, d'accord, mettez pause, vous essayez de le faire, et d'ici quelques instants, en mettant en lecture, il y a la correction. Les flèches de tension, je vais les représenter en vert. Donc c'est-à-dire que tout ce qui sera avec la flèche verte, d'accord, les tensions U. Le générateur, donc il envoie du courant de la borne A à la borne B, sa hauteur de chute, c'est tout ça. Autrement dit, il envoie du courant U à B, la tension U à B, d'accord, pour tout le circuit électrique. L'interrupteur est un récepteur. Quoi qu'il advienne pour lui, donc sa tension est inverse au sens du courant électrique. Donc on a tension U, CJ comme ceci. K est une résistance, le courant descend, ce qui veut dire que la tension se représente de cette façon. Donc UKL. Et on a la tension pour la DEL de la même façon. Je vais en présenter de l'autre côté. ULO, d'accord, qui serait NO, pardon, qui serait comme ceci. Et enfin, un fil de connexion. Eh bien le fil, on n'aurait pas besoin de le mettre puisque sur un fil, le courant passe directement, d'accord. Quoique pour les puristes, effectivement, on pourrait faire une flèche, mais nul besoin ici. Là où ça devient le plus intéressant, c'est d'essayer de donner justement maintenant la relation entre cette convention de générateur, sans oublier que le générateur a été pour lui, donc il est en convention générateur, et que tous les autres étaient en convention récepteur. Convention générateur, convention récepteur, ça veut dire que dans un circuit électrique, on doit avoir une égalité entre les deux. Et donc cette égalité, si je veux donc la faire apparaître, la traduire, on est d'accord de dire que le générateur, la tension qu'il délivre, permet donc de faire fonctionner tous les dipôles. Si ça permet de faire fonctionner tous les dipôles, je dois donc faire la somme, un petit peu comme une relation de Schall finalement en mathématiques, base de vecteur, et la succession de tous les vecteurs de tension me ramène à la pointe ici. Et donc, U à B est égal à U CJ qu'on a utilisé, plus U KL, plus U NO. Maintenant qu'on a établi donc notre relation entre les conventions générateurs et récepteurs, on va se proposer de calculer maintenant la valeur de l'intensité I qui circule dans ce circuit. Donc on va donner, d'accord, et ce serait une façon de faire un exercice d'application, un générateur idéal. Donc notre générateur UAB, il va délivrer une tension de 12 volts. On a pu mesurer la tension borne de la DEL, NO, qui valait 6 volts, en supposant que ce soit une DEL parfaite. La résistance que nous on a utilisée, c'est une résistance de 300 ohms. La question est simple, calculer l'intensité I, dont le résultat s'exprime en ampères. Et bien, comme tout à l'heure, on met en pause quelques instants pour essayer de le faire, puis ensuite, on fait la correction. Alors, on va partir donc de cette relation, d'accord, de convention générateur et récepteur. On l'a dit, UAB correspond à la valeur de la tension délivrée par le générateur. Parfaite, 12. UCJ, c'est un interrupteur. Donc UCJ, comme c'est un interrupteur, la tension à ses bornes, elle vaudrait 0, puisque ça serait ni plus ni moins qu'un simple fil lorsqu'il est fermé. Plus la valeur de la tension de la résistance. Dans une résistance, il ne faut pas oublier que la tension
UKL exprime par R fois I, c'est ce qu'on appelle la relation de la loi d'Ohm. Plus la valeur de la tension qui est prise au banc de la DEL, 6. Donc, on a les 12 et on a le 6, donc de l'autre côté, je récupère que 6 volts. On a donc une résistance R qui vaut 300 fois I. Et donc, si on fait les 6 divisé par 300, on récupère une intensité qui vaut 0,02 ampères. Donc, suite à l'exercice, on va chercher donc ici à déterminer donc la variation de charge delta Q qui circule à travers le circuit, d'accord, qu'on a établi. On a vu en cours qu'il y avait une formule qui permet de relier donc l'intensité, le delta Q, la variation de charge, et le delta T, donc la variation de temps qui a été utilisée pour ça. Donc même jeu que précédemment, pause, on essaie de faire le calcul, et on fait la correction juste derrière. De surcroît, on a vu que la formule à utiliser, c'est de dire que l'intensité, c'est la variation de charge delta Q par la variation de temps. Alors variation de charge, puisqu'en fait, sur un même dipôle, j'ai une bande supérieure et une bande inférieure, donc deux points de potentiel différents, donc avec des charges différentes. Donc il va se créer une force électrostatique entre les deux, et s'il y a force électrostatique, il y a un déplacement, donc une attraction de l'un par rapport à l'autre, et donc les éléments sont capables de s'attirer. Comme ils s'attirent, ils se déplacent, et donc une charge qui se déplace, c'est du courant électrique. Nous, ce qu'on veut, c'est delta Q. Donc mathématiquement, on va chercher à transformer la formule. Delta Q, ce sera donc l'intensité, dénominateur qui passe au numérateur de l'autre côté, donc on multiplie par delta T. Si on fait le simple calcul, donc la variation de charge delta Q, c'est donc mon intensité à 0,02. On va jouer les mathématiciens et les physiciens, c'est du 2, 10 moins 2. Multiplié par 20 millisecondes. On part multiplié par 20, millisecondes en conversion de puissance de 10, 10 moins 3. Delta Q, 2 par 20, on aura donc 40. 10 moins 2 par 10 moins 3, on a donc du 10 moins 5. Et les charges s'expriment en coulombs. Si on revient donc tout à l'heure dans ce qu'on disait, à utiliser donc un générateur idéal. Un générateur idéal qui sous-entend que la tension UAB qui était délivrée par le générateur vaut une valeur E 12 volts. Sans oublier que cette valeur E, c'est ce qu'on appelle la force électromotrice. On va dire en plus en question de cours, essayez donc de me tracer le graphique, d'accord, qui traduirait donc la tension UAB en fonction de l'intensité I, si on était capable de modifier l'intensité que délivre le générateur. Cette force électromotrice, on a dit, sur un graphique d'évolution de l'intensité par rapport aux tensions U, alors on pourrait même préciser UAB, puisqu'on est sur le générateur UAB, c'est un générateur qui est idéal. Autrement dit, il délivre toujours la même tension, quelle que soit l'intensité I. Autrement dit, cette valeur ne change pas, elle vaut toujours E et reste parallèle à l'abscisse. Revenons maintenant sur un cas donc, dans le circuit, donc on a très peu évoqué, c'est le cas de la résistance qui se trouve entre K et L. Cette résistance, pour rappel de ce qu'on peut voir dans les cours de collège, elle fait appel à ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Ohm, d'accord, pour George Ohm, scientifique allemand. Cette loi d'Ohm présente la particularité de dire que pour un élément qui a une résistance pure, parfaite, toute tension U par rapport à l'intensité I qui la parcourrait, d'accord, dans ce dipôle, verrait sa tension évoluer de manière proportionnelle à I. Et entre les deux, donc la valeur de proportionnalité, si on devait le définir de manière mathématique, avec un coefficient de directeur, puisque je passe par l'origine du repère, ça serait donc la valeur de R. Alors pour certains, peut-être qu'on vous l'apprend avec le triangle des mathématiques pour le calcul, mais on revient à cette notion que U égale R fois I. Comparons maintenant donc le cas du générateur idéal au cas d'un générateur réel. Cas du générateur idéal, c'est les générateurs qu'on va symboliser de cette manière, ou par la lettre G quand on est un peu plus paresseux, comme moi. Ce générateur qui est idéal, donc on a dit, il délivre toujours, d'accord, une force électromotrice.
une FEM, comme on pourrait le trouver dans certaines littératures. Autrement dit, c'est la tension qui est tout le temps délivrée à la même valeur, qu'importe la valeur de l'intensité dans son évolution. Mais une pile, dans ce cas-ci, puisqu'on sait que c'est une pile, hein, d'accord, il y a le plus grand côté pour la borne plus, ou la plus grande borne, et le moins grand côté, c'est la borne moins. Mais cette pile, donc on sait qu'elle a un problème, c'est que dans la réalité, elle va s'épuiser. Si elle s'épuise, donc ça vient de différents paramètres, de différentes choses. Une pile réelle, d'accord, ça vient donc sur sa conception, d'un point de vue chimique, on va utiliser les réactifs. Mais il y a un autre facteur, c'est qu'elle propose à l'intérieur d'elle-même ce qu'on appelle une résistance interne. Ce qui veut dire que normalement, dans le schéma de modélisation, on devrait représenter une pile en équivalence, donc avec un petit r pour la résistance interne. Cette pile avec un générateur associé qui enverrait quand même du courant. Donc, à comparaison identique, un générateur envoie du courant I de la borne plus pour revenir à sa borne moins, comme on pourrait le faire ici. Ma pile envoie donc de l'intensité de la borne plus qui doit revenir à la borne moins. Je fais pareil avec donc mon modèle de générateur qui envoie du courant et qui doit revenir par la borne moins. Et comme on l'avait vu dans le cours, il se pose un souci, c'est que j'ai à la fois pour la pile besoin d'une convention générateur, puisque toute la tension qui est délivrée par la pile, d'accord, hop, serait celle-ci. Mais ce vecteur de tension générateur qui est délivré va se décomposer à la fois comme une tension E parfaite, mais aussi, puisque l'intensité rentre dans l'autre sens, avec une valeur de U petit r, si on peut dire ainsi, de tension de résistance interne, I rentrant. Et donc, on se retrouve donc dans le système où en fait on évoque que la tension du générateur, c'est à la fois une force électromotrice, et comme le vecteur se fait en sens inverse, ainsi qu'on a pu voir déjà avec l'optique, on a donc un moins R fois I, puisque c'est une résistance, comme avec la loi d'Ohm, qui va permettre donc de déterminer la relation qui existe entre la tension, d'accord, du générateur, donc de la pile réelle, sa force électromotrice souhaitée, et sa résistance interne, petit r. Maintenant, essayez donc de représenter le graphique donc de la tension U en fonction de I. Eh bien, comme on avait vu avec les mathématiques et précédemment, une tension U qui évoluerait en fonction de I, donc ici, je me retrouve dans un système qui ressemble assez fortement à du Y égale AX, claquage de mine, plus B. A, coefficient directeur, B ordonné à l'origine. Mon B, par assimilation, je dis que c'est ma valeur E. Donc, ordonnée à l'origine, c'est E. Et on comprend que c'est une force électromotrice souhaitée, puisque je serai à intensité 0, tension maximale qui pourrait délivrer. On constate aussi que mon A, mon coefficient directeur, alors que moi j'ai mis un plus, j'ai au devant moins R. Moins R correspondra en fait à la valeur de A. Donc avec mon coefficient directeur négatif, on se retrouve dans la représentation suivante. Et donc mon coefficient directeur, hop, c'est moins R. Ce modèle permet de comprendre qu'une pile, donc un générateur réel, voit sa tension délivrée diminuer lorsque l'intensité augmente. Maintenant, pour aller un peu plus loin, on peut essayer de faire donc l'association entre l'électricité, la mécanique et la mécanique des fluides. Donc attention, il y a un petit peu de mathématiques, et on va voir qu'on peut tout faire avec un petit peu plus de sens logique et de compréhension globale. Un câble électrique, donc lorsque je le représente, je peux le schématiser, d'accord, sous forme d'un cylindre, d'accord, tel qu'on peut le voir. On sait qu'à l'intérieur de ce fil de cuivre, d'accord, circule donc du courant électrique, et on a dit que ce courant c'était I. Donc, première chose à voir, c'est que en fait, donc, puisque le courant va traverser une forme géométrique, j'ai donc un volume à traverser, un volume dV. Ce volume dV, il est en fait défini par deux choses. On a d'abord la surface S, qu'on va retrouver de l'autre côté, et puis on a aussi donc une longueur totale
de parcours, qu'on appellerait dl. Et pour un cylindre, eh bien son volume, dv, c'est S que multiplie dl. D'accord? Je mets des petits dés pour dire que c'est des tout petits éléments de longueur qui m'intéressent. On peut voir également, et c'est ce qu'on avait dit, que un courant électrique, ce sont les électrons qui voyagent au fur et à mesure. Donc, si ce que je représente par des ronds sont des électrons, et donc c'est un élément qui se déplace, dans le point de la mécanique, on peut dire qu'il y a donc une vitesse, V, que je représenterai comme ceci. Cette vitesse, c'est donc la longueur parcourue par l'électron, donc le dl, divisé par la variation de temps qui a été utilisée, le dt. On se moyen finalement à d sur dt. Maintenant, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est de voir que sur un élément de conducteur, il existe ce qu'on appelle un nombre d'électrons libre. Donc là ici, ce qui va m'intéresser, c'est un nombre d'électrons que j'ai appelé grand Dn, en rapport avec ce qu'on va appeler le nombre d'électrons libres par unité de volume. Bon, clairement, ce que je veux, c'est dire que voilà, j'ai pour information NV, je sais que ça correspond à une unité de volume. Alors c'est quoi une unité de volume? C'est-à-dire que voilà, j'avais découpé dedans un tout petit morceau cubique, et je sais que dedans, dans ce truc-là, il y en a NV. Donc la question c'est de savoir, il y en a combien dans tout DV? Si je veux savoir combien il y en a dans tout DV, c'est le Dn. Donc c'est une unité de volume qui multiplie le volume global, grand DV, et j'aurai donc le nombre d'électrons qui circulent dans tout ce volume cylindrique. Si maintenant on revient donc à cette notion de charge qui se déplace, on peut voir maintenant, non pas compter qu'un électron à la fois, mais voir la charge totale qui est portée par tous ces éléments-ci, par tous ces petits éléments de volume. Donc toute la charge contenue dans mon morceau, ici de cylindre de fil de cuivre. Donc ça, je vais appeler ça des grands Q. D'accord? C'est la quantité de charge globale. Donc le D grand Q correspondrait donc au nombre total de charges qui a été portée. Et une charge, c'est un électron. Autrement dit, c'est une charge Q. Alors, pour simplifier la vie, on va prendre la valeur Q en valeur absolue, d'accord? Comme ça, il n'y aura que de la valeur positive dans ce qu'on va démontrer. dQ, ce sera donc E fois dN. E fois dN, comme ça on sait que le E, c'est la charge électrique élémentaire. Et maintenant, on peut essayer de jouer un petit peu au Tetris, embriquer les formules les unes dans les autres. Ça, c'est celle qui m'intéresse. J'ai réussi à bâtir que le nombre d'éléments qui portent toutes les charges dans mon volume, c'est NVdV. J'ai aussi bâti qu'il y avait une relation de vitesse de déplacement. J'ai repris aussi la notion de déplacement avec la notion de longueur. Donc là, je vais tout remplacer de manière successive. dQ, c'est E. Alors je me simplifie la vie, je le garde en valeur E élémentaire, d'accord. dN, je remplace par cette formule-ci. Donc j'ai NV dV. Je poursuis le raisonnement. Je cherche maintenant à remplacer le dV. Donc on a E NV que multiplie SDL. SDL. Ah mais voilà, j'ai déterminé aussi que finalement, DL, il y avait une relation de vitesse. Donc dQ, ça serait finalement le E, NVS, et la tension math, c'est dt qui passe à côté de V. Donc on aura V dt. Et là où ça devient le plus intéressant, c'est que cette formule-là, elle va nous permettre de retrouver l'intensité globale grand I. Pourquoi? Avec la notion de dire que I, c'est dQ sur dt, je peux donc dire que l'intensité globale I qui m'intéresserait moi ici, ça serait le grand dQ sur le dt que j'utilise de variation de temps pour aller de la surface d'entrée à la surface de sortie. Donc, I, dQ sur dt, le dt qui est là, s'il passe au dénominateur, il ne me restera donc que ce terme-là. Et ce terme-là, le NV fois E fois S
fois la vitesse correspondra donc à l'intensité qui circule dans le morceau de câble. Alors je parle d'un câble électrique, mais on pourrait le voir aussi à travers un air ou à travers tout support conducteur d'électricité.